Bon, bonjour, chers amis. D'abord, un grand merci pour tous ceux qui se connectent pour ce premier séminaire. On a tout un cycle qui a la chance de démarrer avec Philippe Aguillon, qui est membre du Cercle, mais qui est professeur au Collège de France, qui est un type formidable. Mais il rougit, mais c'est ce que je pense profondément, et qui vient de sortir un bouquin absolument, j'allais dire, passionnant et surtout au cœur de la discussion de politique économique dans notre pays et un peu partout, qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice. Vous l'avez, c'est là. Pour ceux qui par hasard n'auraient pas encore acheté, c'est le temps de le faire ou de le commander. Tant pis si c'est par Amazon. Et donc, c'est cette vision qui est une vision, j'allais dire, schumpeterienne, de la destruction créatrice. C'est en ça que, au fond, ça nous interpelle. Et puis après, nous aurons au minimum un séminaire tous les 15 jours. Ça aura lieu, après, il y aura Patrick Artus et Olivier Pastré, puis Christian Saint-Etienne, puis Christian de Boissieu, puis votre serviteur. Tout ça va s'accélérer pour que le cercle soit vraiment au cœur de la discussion, du débat qui est nécessaire dans notre pays, parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation très particulière. Merci beaucoup Jean-Hervé d'avoir pris l'initiative de ce cycle de conférences et d'avoir organisé la première sur ce livre. Donc en fait, c'est un livre que j'ai écrit avec Céline Antonin et Simon Bunel. Donc Céline Antonin, elle est en fait économiste à l'OFCE, mais également donc dans notre centre au Collège de France. Simon Bunel est économiste à l'INSEE. Également à la Banque de France et dans d'autres laboratoires au Collège de France. Voilà. Donc en fait, le discours dominant en ce moment est un discours assez pessimiste et résigné. On nous dit, voilà, il y a la Covid-19, on nous explique que ça va durer très longtemps, on ne sait pas si on n'en sortira vraiment jamais. On a eu avant-hier une session avec Jean-Hervé et le ministre de l'économie, dont on est sortis tous les deux un peu déprimés. Voilà, les inégalités augmentent inexorablement, et dans cette vision que voilà, on est condamné à une augmentation continuelle des inégalités. La troisième, c'est que la mondialisation, eh bien, va nous faire disparaître. La quatrième, c'est que le réchauffement climatique nous condamne à la décroissance. Ben voilà, il y a ce discours un petit peu, ce discours très pessimiste. Et face à ça, si vous voulez, c'est oublier, le message du livre, c'est que ce discours oublie la destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est ce qui a hissé nos sociétés à des niveaux de prospérité inimaginables il y a 200 ans. C'est aussi elle qui peut nous faire sortir de l'impasse de la Covid-19. C'est elle, ça a trouvé des nouveaux traitements, trouver des nouveaux vaccins, de nouveaux modes de vie, de nouvelles activités. C'est elle qui permet la croissance verte, c'est-à-dire qui permet de réconcilier croissance et environnement, croissance et ressources épuisables. C'est l'espoir, c'est la destruction créatrice. Et c'est elle qui peut être également un levier essentiel pour relancer l'ascenseur social. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice? Ben, le mot vient de Schumpeter, de Joseph Schumpeter. Lui, il a introduit un peu l'idée, mais il n'y avait pas de modèle et pas d'analyse empirique, évidemment. Ça, c'est un peu nous qui l'avons fait avec mon co-auteur Peter Howitt. Et ensuite, il y a eu toute une vague d'études, enfin, dans la mouvance schumpeterienne. La destruction créatrice, c'est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer des technologies et activités existantes. C'est-à-dire que le nouveau remplace l'ancien. Alors c'est très important parce que en fait, il y a une contradiction au cœur du processus d'innovation, du processus de croissance. C'est que l'innovation, elle est motivée par la perspective de rente d'innovation. Les gens qui innovent, ils espèrent en tirer des rentes. Monsieur Skype est devenu riche parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Steve Jobs est devenu riche parce qu'il a inventé Apple. Voilà, les gens gagnent et souvent, la plupart d'innovations, c'est parce qu'on espère en tirer des rentes, parce qu'on fait de nouveaux produits qui sont très utiles à la société et pour lesquels il y a une demande, ou parce qu'on produit les mêmes choses qu'avant, mais beaucoup moins cher. Donc, on arrive à évacuer les concurrents. Donc, l'innovation est motivée par la perspective de rente d'innovation. Le problème, c'est que ces rentes, comme peuvent être utilisées à leur tour pour bloquer de nouvelles innovations, puisqu'on sait que l'innovation est intimement liée à la destruction créatrice. Moi, une fois que j'ai innové et que j'ai des rentes, eh bien, je suis très tenté d'utiliser mes rentes pour empêcher de nouvelles innovations. Et c'est ça qui rendait Schumpeter lui-même assez pessimiste sur l'avenir du capitalisme, parce que pour lui, évidemment, il voyait que le capitalisme permettait de l'innovation,
mais en même temps, il se disait, une fois que ces gens vont arriver sur le marché, eh bien, ils vont devenir des gros mastodontes, qui vont empêcher de nouvelles innovations. Donc, lui, il voyait quelque part très vite un blocage du système. Voilà. Et nous, dans le livre, on explique qu'en fait, on peut sortir de ce blocage et qu'il y a ce qu'on appelle la régulation du capitalisme. Et c'est justement comment on évite ce blocage par l'action de l'État et l'action de la société civile. Mais ça, je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc, je continue. En fait, le livre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise le prisme de la destruction créatrice pour faire trois choses. La première chose, c'est qu'on perce à jour certaines grandes énigmes de l'histoire économique. La deuxième chose, c'est qu'on remet en cause plusieurs idées reçues. La troisième chose, c'est qu'on repense l'avenir du capitalisme. Alors, je vais détailler ces trois aspects. D'abord, percer à jour quelques grandes énigmes. Quelles sont les grandes énigmes? Une grande énigme, c'est le décollage de la croissance. En fait, il n'y avait jamais eu de croissance soutenue sur une longue période avant 1820. C'est incroyable quand on y pense. L'histoire de l'humanité est tellement, quand même, remonte à très très loin. Et ça n'est qu'il y a 200 ans que la croissance a vraiment commencé, quoi. Et donc, pourquoi elle a commencé seulement à ce moment-là? Et pourquoi en Europe? Donc ça, c'est une énigme et qu'on résout dans le livre, d'accord? La deuxième énigme, c'est l'énigme de pourquoi les révolutions technologiques n'ont jamais produit le chômage de masse qu'on anticipait. Vous voyez, quand il y a eu la machine à vapeur, il y avait le mouvement des ludistes qui étaient là pour s'opposer au remplacement des hommes par les machines à vapeur. Ils avaient peur que ça crée du chômage de masse et en fait, ça n'a pas été le cas. Et plus tard, quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes craignait également le chômage de masse aux États-Unis, déjà pour commencer, et il n'a jamais eu lieu. Pourquoi, en fait, les révolutions technologiques n'ont pas conduit au chômage de masse? Troisième énigme, c'est celui de la stagnation séculaire. En fait, on voit que depuis la crise de 2008, depuis en fait surtout le début des années 2000, il y a en fait une croissance un peu en panne de la productivité aux États-Unis, malgré la révolution de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information. Pourquoi, malgré le potentiel énorme de ces révolutions, on observe une stagnation séculaire, c'est-à-dire une croissance assez atone aux États-Unis et dans les autres pays développés? Donc ça, c'est une énigme également. Une autre énigme, c'est les trappes intermédiaires. Il y a des pays qui convergent vers les niveaux de vie des pays développés, des pays qui ne convergent pas. Déjà, pourquoi? Et deux, il y a des pays qui commencent à converger et qui s'arrêtent à mi-chemin. C'est par exemple le cas de l'Argentine. L'Argentine, au début, était très dynamique et puis s'est arrêtée. Puis il y a d'autres pays aussi qui commencent et qui s'arrêtent. Ça, c'est l'énigme de la trappe intermédiaire, le revenu intermédiaire. Donc, on veut essayer de comprendre ça. Une autre énigme, c'est les sources et évolution des inégalités. Pourquoi elles ont augmenté depuis les années 80? Quelles sont les sources des inégalités? Donc, voilà un peu les énigmes, quelques énigmes auxquelles le livre s'intéresse. Mais alors, la deuxième chose, c'est qu'on utilise on s'attaque à des idées reçues. Une première idée reçue, c'est qu'il faut taxer les robots pour protéger l'emploi. Eh bien, en fait, ce qu'on montre, c'est que dans ce livre, dans le chapitre 3, c'est que en fait, les firmes françaises qui automatisent, elles sont créatrices d'emplois. Donc ça, c'est une étude que j'ai faite en fait avec les mêmes co-auteurs que sur ce livre, plus Xavier Jaravel, qui est aussi un excellent économiste. Donc, avec tous les quatre, on a fait une étude sur données d'entreprises et d'établissements français récents. Et on montre que les entreprises qui automatisent plus, eh bien, elles augmentent l'emploi. Vous voyez, donc, si je autant zéro, eh bien, j'augmente de 1%, j'automatise de 1% mes tâches, eh bien, en fait, j'augmente par 0,4, j'augmente mon emploi de 0,4. Vous voyez, j'ai une élasticité 0,4 à long terme. Donc, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a vraiment un effet substantiel sur l'emploi de création et pas de destruction. Alors, on essaye d'expliquer ça. Alors, on l'explique par le fait que c'est vrai que l'automatisation remplace des hommes par des machines, mais en même temps, elle permet d'être plus productif, plus compétitif. Et donc, ça vous permet d'étendre vos parts de marché mondiales et donc d'avoir une beaucoup plus grande demande pour vos produits et donc de pouvoir, en fait, embaucher. La deuxième idée, c'est que la taxation du capital est soit le seul ou le principal levier pour réduire les inégalités. Alors, c'est un levier important, nous ne nions pas l'importance de l'impôt
dans le livre, notamment pour financer l'éducation, la formation, la politique industrielle, la flexi-sécurité, l'importance de redistribuer. Donc tout ça, on n'est pas du tout des Trumpistes de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants, c'est-à-dire que quand on a déjà taxé beaucoup, et la France est un pays où on taxe beaucoup, et bien si on augmenter encore plus l'impôt, et notamment l'impôt sur le capital, les revenus du capital, ça n'a pas grand effet sur la mobilité sociale. Et là, on mentionne une étude que nous avons faite il y a un an, qu'on avait publiée dans le journal Le Monde, mais on la mentionne, et on regarde la mobilité des revenus. Je peux regarder par exemple à quel pourcentage de revenus je suis en 2006, et où est-ce que je me retrouve en 2017. Mais je peux faire ça 2006-2017, mais je peux aussi décomposer entre deux périodes, 2006-2011, 2012-2017. Pourquoi je décompose comme ça? Parce qu'en 2012-2013, il y a eu beaucoup de réformes fiscales. On a aligné la fiscalité du capital sur celle du travail. On a créé une tranche supplémentaire à 45%, etc. Et en fait, ça n'a eu aucun effet. Vous voyez les deux courbes qui décrivent les mobilités. Elles sont, vous voyez où vous serez demain, étant donné où vous êtes aujourd'hui, dans quel pourcentage vous serez demain si vous êtes pourcentage. Vous voyez que les courbes, on ne peut pas les distinguer entre 2006-2011 et 2012-2017. Normalement, s'il y avait eu un vrai effet de la mobilité, on obtiendrait une courbe, en fait, qui serait, vous voyez, différente en 2012-2017 de ce qu'elle est en 2006-2011. Vous voyez, donc on obtiendrait une courbe en fait plus plate en 2012-2017 qu'elle l'est en 2006-2011. On n'observe rien du tout. Donc en fait, les hausses d'impôts 2012-2013 ont eu zéro effet sur la mobilité sociale. C'est intéressant parce que par ailleurs, il y a d'autres moteurs de mobilité sociale. Et le moteur, c'est les bons emplois. Alors, c'est la formation, c'est l'éducation, évidemment, c'est très important, mais c'est ce qu'on appelle les bons emplois. Qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi? Un bon emploi, c'est un emploi qui permet de garder les gens plus longtemps, de les qualifier, de les promouvoir. Du coup, ils ont un salaire qui augmente. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les entreprises innovantes qui brevettent plus, eh bien, on peut montrer qu'elles créent davantage de ces bons emplois. Et ces bons emplois sont un levier essentiel de mobilité sociale, d'ascenseur social. Et vous voyez, l'innovation, elle est un facteur de mobilité sociale, pas seulement parce qu'il y a de la destruction créatrice et que les nouveaux innovants remplacent les anciens, ça c'est un facteur de mobilité en soi, mais également parce que les entreprises innovantes créent davantage de bons emplois. Ça, c'est un levier plus important que l'augmentation de la position sur le capital. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on explique. Et on a toute une discussion sur l'inégalité et taxation et comment induire la mobilité sociale. Le troisième idée, c'est que le protectionnisme est la façon de reconquérir la maîtrise de nos chaînes de valeur. Ben, en fait, c'est pas vrai. Donc Trump, ça a été la tragédie de Trump, ça a été essentiellement faire une guerre de tarifs, en fait, et mettre des tarifs partout. La manière allemande est beaucoup plus effective. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont reconquéri la maîtrise des chaînes de valeur, où ils l'ont conservé mieux, parce qu'ils ont investi dans l'innovation et notamment l'automatisation, mais beaucoup dans l'innovation. Et c'est grâce à l'investissement qu'ils ont, la France et l'Allemagne, par exemple, les produits anti-Covid, comme respirateurs, principes actifs et tout, la France et l'Allemagne est à peu près pareil depuis les années 2000. Nous, depuis lors, on a délocalisé, et les Allemands, ils ont investi chez eux pour maintenir leur compétitivité. Et donc, c'est très intéressant. Ils ne l'ont pas fait par des tarifs, ils l'ont fait par de l'investissement. C'est une manière beaucoup plus efficace, en fait, parce que le problème avec les mesures de protectionnisme, c'est qu'évidemment, il y a des rétorsions de la part des autres pays, et du coup, ça va vous restreindre au marché d'exportation. On peut montrer que l'exportation est une source d'innovation. Si je peux exporter plus, j'ai plus incitation à innover parce que j'ai plus de marché où vendre mon innovation. Alors, une autre idée, c'est la décroissance, solution au défi du réchauffement climatique. Mais là, on sait qu'en fait, dans un monde, c'est intéressant parce que entre mars et mai, je crois que le PIB avait baissé de près de mars-avril, de près de 30% chez nous, mais les émissions de CO2 avaient baissé que de 8%. Donc, on voit bien que la décroissance n'est pas le principal levier pour une croissance plus propre ou pour faire face à l'épuisabilité des ressources. C'est l'innovation verte ou l'innovation qui économise sur les ressources. Et donc là, c'est très intéressant parce que tout le livre montre comment on peut induire l'innovation verte. L'innovation n'est pas verte spontanément. Les entreprises qui ont innové dans les technologies polluantes dans le passé, elles tendent à innover dans les technologies polluantes demain. Donc il faut l'État pour rediriger le changement technique. Alors la taxe carbone ou l'investissement vert, le nucléaire, hydroélectrique, renouvelable, les DARPA énergie,
tout ça sont très importants. Et la société civile également a un rôle à jouer. Et donc, ça va m'amener à ce que je vais parler maintenant, le triangle État, marché, société civile. La société civile aussi a un rôle à jouer pour induire l'innovation verte. Donc voilà un petit peu les idées reçues. Alors la troisième partie, c'est que ça nous aide à penser le capitalisme. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, si vous voyez le Covid a servi de révélateur. Le Covid d'abord a montré les déficiences du modèle social américain. Je vais montrer tout à l'heure plus précisément. Mais en fait, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et aux États-Unis, quand vous perdez votre emploi, vous perdez la couverture santé et vous tombez en pauvreté très facilement, ce qui n'est pas le cas dans nos pays, d'accord? Deuxièmement, ça a mis en évidence que l'écosystème européen pourrait être meilleur pour l'innovation. Les Américains ont alors un formidable écosystème de l'innovation entre une recherche fondamentale, université très bien financée. Ils ont les fameuses DARPA, c'est-à-dire ces organismes publics pour les innovations de rupture. Ils ont le mécénat. Ils ont toute une série. Ils ont le venture capital beaucoup mieux que chez nous et les investisseurs institutionnels et le private equity. Ils ont tout un écosystème de l'innovation que nous n'avons pas en Europe. Donc ça, c'est intéressant, il faut comprendre et c'est voir comment on peut améliorer. Et puis alors, ça a mis en évidence aussi le phénomène de désindustrialisation en France, c'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte à cette occasion à quel point nous avions perdu la main dans plein de secteurs. Il y a essentiellement que le nucléaire et l'aéronautique où nous sommes les meilleurs, mais dans plein d'autres secteurs, comme par exemple l'aéronautique, pas l'aéronautique, mais dans plein d'autres secteurs, eh bien, nous avons perdu la main et on peut la retrouver. Oui, par exemple, les secteurs où on a perdu, je retrouve les feuilles, on a perdu dans le secteur textile, notre production domestique a chuté depuis le début des années 2000. Dans l'électronique et l'éthique, notre déficit commercial est multiplié par 3 depuis le début des années 2000. Dans l'automobile, notre production domestique a commencé à chuter en 2008. Dans la pharmacie, notre production domestique a stagné, alors que nos investissements à l'étranger se sont accrus. Et on est devenu très dépendant, par exemple, sur les principes actifs. On voit bien les tests, on ne peut pas faire beaucoup de tests parce que nous n'avons pas les principes actifs. Donc voilà, donc ça c'est tout le problème de la désindustrialisation. Et puis la concentration du pouvoir excessive en France. Donc si vous voulez, c'est intéressant parce que le Covid sert de révélateur. Du coup, on peut se poser la question, eh bien, par exemple, vous voyez, quand je parlais des inégalités, vous voyez, regardez la comparaison US, Allemagne, France et les pays scandinaves. Alors le Gini, c'est quelque chose que tel que plus il est grand, plus ça veut dire qu'on est inégal. C'est à une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Vous voyez, les États-Unis sont au-dessus sensiblement de nos pays européens. Le taux de pauvreté également est bien supérieur aux États-Unis à ce qu'il est chez nous. Mais on peut voir en même temps que, ça c'est des chiffres de 2017, mais on peut voir en même temps la réaction au Covid. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant. Ça montre en fait l'augmentation du chômage aux États-Unis. Et c'est ça, vous voyez, ces trucs-là, le chômage a augmenté aux États-Unis. Et ça, cette courbe-là, c'est l'augmentation du nombre de proportion de gens qui n'ont plus de couverture santé. Et vous voyez que avec le chômage, avec l'augmentation du chômage, eh bien, ça a augmenté sensiblement la proportion des gens qui n'ont pas de couverture santé aux États-Unis. Alors que vous voyez qu'en Allemagne, il y a eu une légère augmentation du chômage, mais il n'y a eu aucun effet sur les gens qui perdent la couverture santé. C'est tout le monde en Allemagne a une couverture santé. Et les comparaisons seraient à peu près la même si je faisais États-Unis-France. Vous voyez, par exemple, là, je regarde États-Unis-France, c'est là. États-Unis-Espagne, États-Unis-Italie, c'est à peu près pareil. Vous voyez, donc nous, on est comme à peu près l'Allemagne par rapport aux États-Unis. Alors, ce que j'ai regardé là, c'est la probabilité de perdre, c'est la proportion des gens qui perdent l'assurance santé. On peut regarder également la proportion des gens qui sont au risque de devenir pauvres, qui sont quasiment au seuil de pauvreté. Et vous voyez, aux États-Unis, ça augmente beaucoup avec le Covid, tandis qu'en Allemagne, eh bien, le taux de pauvreté, il est là et il reste tout à fait stable pendant la crise du Covid. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis, non seulement, en général, en moyenne, c'est plus inégal que chez nous, mais ils savent moins assurer contre les risques, ils savent moins assurer les individus contre des risques comme celui du Covid. D'accord ? Alors, par contre, sur l'innovation, ils sont meilleurs. Voilà les brevets, hein, ça c'est les brevets par habitant. Vous voyez, surtout depuis fin des années 90, vous voyez, ça c'est la Suède, c'est très intéressant la Suède. Les États-Unis sont très bons, mais vous voyez, la Suède aussi est très bonne. C'est intéressant parce qu'eux, ils ont le modèle social. Hein.
Et voilà, par exemple, je regarde si on est intéressé par le Covid, les brevets biotech par million d'habitants, vous voyez, les États-Unis sont bien au-dessus de l'Europe, quoi. Vous voyez, regardez. Donc ça, ils sont très, très bons pour l'innovation, vous voyez. Et alors, ils ont la fameuse DARPA, vous voyez, le budget annuel de la DARPA, c'est 11 milliards, quand vous comparez à l'Europe, qui, elle, entre la European Commission et la Investment Bank, on est à peu près à 4, quoi. Et vous voyez, on est beaucoup moins que le budget BARDA, de la BARDA américaine. Donc, c'est très intéressant parce que, du coup, à l'occasion du Covid, on a pu comparer différents modes de capitalisme. J'aurais dû mentionner aussi le capitalisme chinois, qui, lui, a un gros problème, qui est que, eh bien, là-bas, c'est l'information, c'est l'opacité de l'information qui a malheureusement, et l'autocensure, qui ont favorisé, évidemment, le développement de cette pandémie. On aurait peut-être pu l'éviter s'il y avait plus de transparence et plus de liberté d'expression en Chine. Donc, vous voyez comment les différents, cette crise du Covid a mis en évidence les insuffisances de différents modèles de capitalisme. Alors, à ce moment-là, on peut se dire, eh ben, est-ce qu'on peut combiner les bons côtés, notamment du modèle américain plus innovateur et du modèle européen plus protecteur? Et donc, ça, c'est ce qu'on fait dans le... voilà. Alors, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a une chose qui est très importante, c'est l'importance du triangle entreprise, État, société civile. On a besoin des entreprises parce que c'est elles qui innovent. Donc, on a besoin des entreprises, de la concurrence, de l'entrée, de la sortie, de ce qu'on appelle firm dynamics, business dynamism, le système financier. Tout ça, c'est là, d'accord? On a besoin de là. Mais on a besoin de l'État, parce qu'on a besoin de l'État pour assurer. J'ai montré le fait que, par exemple, pour le Covid, l'État n'a pas joué son rôle d'assureur comme il aurait pu. Mais il y a également l'assurance. Il faut assurer les consommateurs, le stabilisateur automatique, assurer aussi les entreprises, les Small Business Act et tout ça. Ça, c'est un rôle d'assureur. Mais il y a aussi le rôle de l'État investisseur. Investisseur dans l'éducation, dans la recherche fondamentale, dans la politique industrielle, dans la flexi-sécurité. Donc, on a besoin de l'État pour tout ça. État assureur, État investisseur. Et puis, on a besoin aussi de la société civile, parce que si on n'a pas la société civile, eh bien, il y a le danger que les innovateurs d'hier font collusion avec l'État pour empêcher de nouveaux innovateurs. Et c'est là que la société civile est importante pour vérifier que ça ne se passe pas. Donc, c'est un rôle très important de la société civile. Mais la société civile, elle a un rôle par ailleurs. Par exemple, on a vu dans la crise du Covid, eh bien, les pays qui peuvent éviter le stop and go comme on le fait en France, c'est les pays où la société civile joue également son rôle de distanciation sociale, de civisme, on se repose aussi sur la société civile. Vous voyez, ce n'est pas que le tout État. Il y a l'État et il y a la société civile. Et puis pour l'innovation verte également, il faut le marché parce que c'est les entreprises qui innovent. Il faut l'État qui a à sa portée des outils comme la taxe carbone ou les subventions aux technologies vertes du type nucléaire, hydroélectrique, etc. Mais la société civile joue un rôle également parce qu'on voit le rôle qu'elle joue pour notamment la responsabilité sociale, pour pousser à plus de responsabilité sociale de l'État et des entreprises. La société civile joue un rôle très important. Et moi, on a une étude récente qui est mentionnée dans le livre, où on montre que dans les pays où les citoyens se soucient de l'environnement, eh bien, la concurrence pousse davantage les entreprises à l'innovation verte. Donc, on voit bien que le triangle marché, c'est-à-dire entreprise, marché, d'un côté État et société civile, est très important, joue un rôle très important. Alors, pourquoi c'est important ça? Donc, j'ai montré Covid, j'ai mon croissance verte, donc ça, j'ai illustré. Alors, le plan du livre est le suivant. Donc, le livre, il commence par dire, voilà, quel est le paradigme? Le paradigme, c'est celui du modèle de croissance schumpeterien qu'on explique très simplement en mots dans le livre, et on montre un peu la réalité de la destruction créatrice. Et après, on a une espèce de roadmap, on explique un peu comment fonctionne le livre. Ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2 s'attaque à l'énigme du décollage. En fait, il met en scène le paradigme schumpeterien, mais historiquement. Le chapitre 3, c'est sur les vagues technologiques, et notamment toute la problématique pourquoi l'automatisation ne conduit pas à du chômage de masse. Le 4, c'est la relation entre concurrence et innovation. Et en particulier, on montre comment on peut rendre la politique industrielle la réconcilier avec la concurrence. Donc ça, on montre de manière très importante. Le 5, c'est tout le débat sur les inégalités. Donc là, c'est un peu
disons, ma réponse à certaines idées sur les inégalités. Voilà, c'est un peu là qu'on explique, eh bien, d'abord, comment mesurer les inégalités. Il y a la part du top 1%, mais il y a le Gini, il y a la mobilité sociale ou l'absence de mobilité sociale. Quelles sont les mesures les plus pertinentes? Quelles relations entre elles? Que l'innovation est une source de top inégalité. Les barrières à l'entrée, le lobbying en sont une autre. Elles sont très différentes et que donc, il faut les traiter très différemment. Et après, on parle un peu de quelle politique il faut pour plus de mobilité sociale et que l'impôt n'est pas le seul levier pour une croissance plus inclusive. Voilà, donc tous ces débats sont adressés dans ce chapitre sur inégalité et taxation. Après, on parle de l'énigme de la stagnation séculaire et notamment comment la révolution des TIC, au début, elle a produit beaucoup de croissance, mais entre les années 90 et les années 2000, mais elle a produit les GAFAM. Et les GAFAM, au début, ont été un grand vecteur de croissance, et après, ils ont plombé la croissance parce qu'ils ont été hégémoniques et bloqué l'innovation des autres. Donc ça, on explique un peu et, dans ce chapitre-là. Après, on parle des trappes intermédiaires, de l'énigme de la trappe intermédiaire, on explique pourquoi des pays commencent et s'arrêtent. Ils ont des institutions adaptées au rattrapage, mais ils doivent à un moment donné s'adapter, avoir des institutions pour l'innovation à la frontière, mais malheureusement, souvent, pendant la phase de rattrapage, il y a des grosses entreprises qui se développent et qui bloquent ce nécessaire passage à des institutions d'innovation à la frontière. Après, je parle de changement structurel. Est-ce qu'on peut, par exemple, éviter l'industrialisation de masse et passer directement d'une économie agricole à une économie de services? C'est très important, ça, parce que ça permettrait aux pays africains de se développer sans polluer autant que nous l'avons fait ou que la Chine et l'Inde le font. Voilà, donc ça, c'est un grand, grand débat. Est-ce qu'on peut passer directement de l'agriculture aux services dans l'économie d'aujourd'hui? Après, là, le chapitre 9, c'est l'innovation verte, la croissance durable. C'est tous les outils de l'innovation verte. Le 10, c'est les coulisses de l'innovation. Qu'est-ce que c'est les inventeurs? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur famille, des revenus des parents? Voilà, qu'est-ce que c'est que voilà, quelle est l'origine sociale des inventeurs? Comment se partagent les gains d'innovation dans l'entreprise? Et quelle est la relation entre recherche fondamentale et recherche appliquée? Pourquoi il faut que l'un se fasse plus à l'université et l'autre plus en entreprise? Tout ça, c'est un peu les coulisses de l'innovation. Ensuite, destruction créatrice, santé, bonheur. Comment on peut, avec une bonne flexi-sécurité, réconcilier destruction créatrice et santé, et destruction créatrice et bonheur. Voilà comment, en fait, la façon dont le système social est construit, notamment la flexi-sécurité danoise est un bon exemple, comment on peut rendre la destruction créatrice tout à fait compatible avec santé et bonheur. Après, je parle du financement de la destruction créatrice, donc tout l'écosystème qui existe plus aux États-Unis que chez nous. Je parle aussi du crédit impôt recherche, où je montre pourquoi le crédit achat il est très important chez nous, mais comment il pourrait être amélioré. Donc ça, j'ai ce débat-là également dans ce chapitre. Là, c'est tout le débat sur la mondialisation, chapitre 13, et sur l'immigration également. Mondialisation des échanges et quel genre d'immigration? Pour l'immigration, c'est très important pour l'innovation, mais comment organiser l'immigration pour qu'elle soit bonne pour l'innovation? Et après, je parle là de l'émergence de l'État investisseur et de l'État assureur, historiquement. Et là, dans le 15, je montre que l'État, c'est très important, mais qu'il faut également la société civile et les contre-pouvoirs, et le fameux triangle. Et après, je donc discute sur l'avenir du capitalisme. Enfin, quand je dis je, c'est moi et mes co-auteurs, donc Céline Antonin et Simon Bunel. Nous discutons dans le chapitre 16 de l'avenir du capitalisme à la lumière de toute la discussion du livre. Et l'idée étant que ce n'est pas dépasser le capitalisme qu'il faut, c'est mieux réguler le capitalisme. Voilà, donc je crois que là, j'ai terminé. Voilà un petit peu, je vous ai donné un petit peu l'aperçu de ce que fait ce livre. Merci beaucoup.